bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Analyse 24. Analyse 24, votre émission croit que la tripartite Cinsa, gouvernement et CENI peut recevoir l'apport de tout Congolais dans le processus électoral. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui d'accorder la parole à un Congolais qui est neutre. Il s'est dit même apolitique qui il est. Il s'agit de Christian Ngandou. Bonjour. Bonjour. Surtout bienvenue à cette émission. Mais avant l'entretien, je propose à tous nos téléspectateurs et à vous-même de suivre un petit élément sur votre personne. Nous avons voulu découvrir qui vous êtes en peu de mots. Nathalie Dembasso Kakatalai de la rédaction de Kin 24 signe pour vous ces portraits. Regardez. Merci. Et en informatique de gestion à l'IEC Gombe, Christian Ngandou Kayembe est expert en finance et fiduciaire, directeur général de Code 7, directeur général de Blockchain RDC. Ngandou est apolitique, mais il se dit prêt à apporter sa contribution au processus électoral en cours. En quoi? C'est la question que lui pose Francis Atta tout à l'heure au cours de l'émission Analyse 24. Christian Ngandou, bienvenue. C'est déjà dit, bienvenue une fois de plus au cours de cette émission. La grande question que vous allez répondre au cours de cette émission, c'est en quoi vous pouvez apporter votre expertise dans le processus électoral, mais nous irons mollo. Vous êtes apolitique, n'est-ce pas? Oui, nous sommes apolitiques. D'accord, mais vous regardez la scène politique congolaise comme oui, intellectuel. Évidemment, en tant que tout Congolais, quelqu'un a dit que personne ne peut s'écarter de la scène politique. Donc, tout ce qui est politique, on a un regard dessus, obligatoirement. Alors, vous avez de l'expertise, mais vous avez étudié ici, en RDC. Vous êtes directeur général de Blockchain RDC. C'est d'abord quoi, le blockchain? La blockchain, c'est une nouvelle technologie qui n'est pas connue ici. C'est une technologie qui consiste à stocker et à transmettre des données d'une manière sécurisée, à un coût vraiment réduit. Et cette technologie, elle se veut sécurisée, transparente et puis distribuée, partagée par tous. Et ce système fonctionne sans organe central. Alors, sécurisée, transparente, vous dites c'est une innovation, c'est créé quand? La blockchain, à vrai dire, a été créée par rapport à tout ce qu'on a connu en 2007 et 2008 par rapport à la crise financière. Et par là, on avait un problème de données. Il y a plusieurs banques qui ont eu à fermer. Et par après, il y a eu un groupe de gens qui sont restés anonymes, qui ont eu à créer un système où on n'aura plus à dépendre à une entité centrale, par exemple, où les données seront partagées par plusieurs personnes à travers le monde, où on n'aura pas une centrale à retenir les données ou par exemple qui pourraient être piratées au risque de causer encore des problèmes sur le plan mondial. Donc ces groupes de personnes, d'autres personnes disent que c'est un certain Satoshi Nakamoto, mais sinon ce qui est plus important, ce qu'eux ils ont ramené par rapport à la technologie. Et plusieurs experts au niveau du monde disent que c'est une nouvelle révolution de la technologie à part après la révolution d'Internet. Aujourd'hui, vous savez ce qu'Internet fait et déjà là, on dit que la blockchain est la seconde révolution après Internet. Alors, vous parlez des personnes anonymes qui ont créé la blockchain. Où c'est? En Afrique, en Australie, c'est où? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Des personnes anonymes, mais est-ce que c'est sécurisé? Bien sûr, ça vous avez affirmé. Est-ce que ces personnes anonymes dont on ne connaît pas encore l'exactitude en termes de noms, ces personnes-là ne peuvent-elles pas pirater eux-mêmes la blockchain? C'est impossible. Impossible pour quelqu'un? Fut-il Bill Gates? Impossible pour le créateur même? C'est impossible. Alors c'est encore de la mathématique même pour moi, mais nous irons jusqu'à découvrir c'est pour résoudre quoi? En fait, la blockchain résout plusieurs problèmes. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'ils ont eu à mettre sur pied la première application, et la première application, déjà à l'époque, lorsqu'on a eu ce problème des finances, qui dit finance dit argent. Carrément. Vous parlez de la période de la crise financière mondiale. Okay. Donc pour résoudre ce problème-là, ils se sont dit de mettre sur pied la première application de la blockchain. Et cette première application, c'est la monnaie virtuelle Bitcoin. J'espère que vous connaissez. Oui. Et Bitcoin a eu à faire des émules. Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée qui n'appartient à aucun État et qui ne subit aucune politique monétaire d'un État ou un groupe d'États.
elle se suffit à elle-même. Et aujourd'hui, où nous parlons, le Bitcoin a eu à générer plusieurs monnaies. Donc actuellement, on a plus de 900 monnaies digitales. Alors, et déjà, pour votre information, leur market cap, donc le montant global qu'ils ramènent au niveau de la bourse, ça s'élève à plus de 171 milliards de dollars. Alors, monnaie virtuelle, il y a aussi la monnaie électronique. C'est quoi la différence tout d'abord? La différence entre la monnaie électronique et la monnaie digitale, la monnaie virtuelle, en fait, s'il faut commencer avec la monnaie électronique, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Je peux vous envoyer de l'argent via un téléphone, vous pouvez retirer quelque part et puis faire usage. Mais sinon, la monnaie électronique est issue de la monnaie traditionnelle, notamment le franc congolais, le dollar, ainsi de suite. Donc déjà, en tant que monnaie classique, les monnaies classiques subissent ce qu'on appelle la politique monétaire. Elles sont créées par rapport à une politique monétaire. Donc leur existence dépend de cette politique monétaire et par là, on ramène la monnaie traditionnelle qu'on traduit informatiquement en monnaie électronique qui, à la fin, se reproduit carrément en monnaie classique carrément. Donc, la différence avec la monnaie digitale, c'est que la monnaie digitale, en soi, elle s'est créée par rapport aux algorithmes, par rapport aux calculs mathématiques. Du reste, je vous épargne de tout ce qui est informatique. Vraiment, il faut nous épargner de cela, oui, parce que vous risquerez de nous perdre. Pourtant, vous dites des très bonnes choses qui peuvent profiter à l'État. Si on veut récapituler en termes de définition, jusque-là, nous sommes dans ça. La blockchain est une application, n'est-ce pas? La blockchain est une technologie en soi qui regroupe plusieurs applications. D'accord. Comment ça fonctionne? Ça peut être beaucoup plus clair. Oui, carrément. Déjà par la première application Bitcoin. Bitcoin présente tout le souhait des pères fondateurs de la blockchain. Comme quoi, elle est transparente, déjà sécurisée et puis partagée. Et la sécurité dans la blockchain, c'est que toutes les transactions sont validées par ce qu'on appelle des mineurs, des utilisateurs à travers le monde. Les mineurs en termes d'âge ou... Non. En termes de... En fait, ils ont voulu de faire... mineurs. Ils ont voulu faire de la blockchain un terrain, comment je peux dire, une mine. Carrément. Donc, juste illustrer comment est-ce qu'on travaille au niveau d'une mine. Et lorsqu'on travaille au niveau d'une mine, on est appelé carrément mineur. Et qui est rémunéré par rapport à ce que vous récoltez, par exemple. C'est un peu ça. Ces nombreux utilisateurs sont à travers le monde qui valident des millions de transactions à la seconde. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des usines et des grosses usines à travers le monde. Et les plus grosses usines, c'est au niveau de la Chine, qui sont là nuit et jour en train de miner ce qu'on appelle les transactions à travers le monde. Et la sécurité, c'est que chaque transaction est tenue par tous ces mineurs-là qui valident les transactions. Par exemple, vous m'envoyez 100 €, par exemple. Et ces mineurs, vérifient à ce que vous avez effectivement 100 € dans votre compte. Et la transaction peut se faire. Aujourd'hui, pour votre information, il y a des plateformes et des grosses plateformes comme eBay, comme Amazon, qui acceptent aujourd'hui les monnaies digitales comme moyen de paiement. Donc, eux, ils sont là uniquement pour miner ces transactions. Une fois que votre transaction est validée, ces transactions sont stockées dans un bloc, ainsi de suite. Et ces blocs sont reliés par des chaînes. Mais sinon, tant bien même qu'il peut y avoir un intrus, par exemple un pirate, qui voudra pirater un bloc, normalement, tous ces utilisateurs seront au courant. Peut-être vous pouvez me poser la question, comment est-ce qu'ils arrivent à intercepter les transactions? Comment est-ce qu'ils arrivent à détecter les transactions? C'est simple. Google aujourd'hui a des grosses machines qui récupèrent dans les sites, au niveau de la toile, ils récupèrent les mots-clés. Vous avez par exemple, si je peux le dire par exemple, Kin24. Vous tapez Kin24 sur le moteur de recherche de Google. Vous allez retrouver tous les articles sur Kin24. Néanmoins, Google ne crée aucun article.
ne fait que récupérer les mots-clés. C'est aussi pareil pour les mineurs. Ils sont là pour capter les transactions via, par exemple, un logiciel, par exemple Oracle. Donc, je vous épargne vraiment de tout ça là. Vous épargnez. Vraiment. Moi, je suis très pressé à découvrir une chose. Vous nous enseignez pratiquement. C'est quelque chose de très bien présenté, mais une nouveauté, je découvre moi-même sur ce plateau de télévision d'autres choses, à part celles dont je me suis efforcé à me documenter à la veille de cette émission. Mais où est-ce que vous avez appris ça? Là, déjà, vous avez étudié ici à l'IEC Gombe? Oui. D'accord. Mais sinon, c'est par rapport à mes recherches personnelles. Et déjà, là, c'est là quelques temps, j'ai été contacté par des Américains au niveau des États-Unis dans l'état de pirater la RDC. Ils ne veulent pas pirater, surtout pas. Mais sinon, qui comptent dans les années à venir venir investir dans ce qu'on appelle les crypto-monnaies, les monnaies digitales. Ils ont leur propre monnaie et par là, il y a eu un Congolais que je salue, Papa Mounibatou, qui est venu, qui m'a intéressé dessus. Et lorsqu'il m'a intéressé, je me suis dit carrément qu'on puisse leur présenter quelque chose de concret, parce que la réalité des États-Unis n'est pas notre réalité. Oui, le monde évolue. Tôt ou tard, nous allons s'imprégner des monnaies digitales, par exemple, qui proviennent de la blockchain en soi. Donc, je leur ai dit, on doit tenir compte de notre réalité. Et par après, on s'est convenu. Mais j'ai eu à prendre connaissance de la blockchain par là. Je me suis dit, tant mieux travailler la blockchain en soi, qui est une technologie vraiment vaste, et par après, baliser un terrain pour ramener tous ces investisseurs ici, à la longue. Alors, vous avez appris en ligne? En ligne, oui, j'ai suivi des cours en ligne. Vous avez appris tout ce que vous nous expliquez en ligne? Oui, en ligne. Et vous êtes prêt à assumer, à apporter cette technologie ici au pays? Tout à fait. D'accord. Nous sommes en plein processus électoral. Je vous ai laissé le temps de définir afin que nos téléspectateurs du monde entier, dans cette démarche pédagogique, découvrent ce que c'est la blockchain. Alors, je vous pose une question directe. Est-ce que cette technologie peut-elle apporter quelque chose dans le processus en cours? Oui, je vous affirme et confirme que la blockchain sécurise les élections. La blockchain sécurise les élections. Corneille Nangaa est en train de vous suivre. Pas de problème. Ils peuvent vérifier sur Internet. Ils sont de la tripartite. Pas de problème. Alors, je tiens même à leur dire, je suis prêt à défendre ce que je dis devant leur auguste personne. Messieurs les membres de la tripartite, j'ai découvert pour vous un homme qui est prêt à apporter sa pierre de contribution dans ce que vous faites. Découvrons ensemble. Vous avez dit, vous pouvez apporter quelque chose dans le processus en cours. Oui. Comment? Au fait, il faudra déjà remonter un peu le temps. Dans quel sens? Il y a M. Corneille Nangaa qui a ramené les kits semi-électoraux. Donc déjà, de notre côté, blockchain R2 Congo, ça nous arrange parce que la blockchain, c'est purement informatique. Et le courant de la blockchain, c'est Internet. Carrément, pas d'Internet, pas de blockchain. Et vu qu'on aura Internet à jamais, la blockchain survivra aussi à jamais. Sur ce, ils nous ont ramené les kits électoraux électroniques, tant mieux. Mais sinon, au niveau de la classe politique, ça pose problème. Et moi, je pense que M. Corneille Nangaa a ramené ce projet au mauvais moment. Parce que le climat politique n'est pas vraiment sain. Mais tant mieux, nous sommes appelés à évoluer sur tous les plans. Et déjà, à ramener ce projet des kits électoraux électroniques, c'est prouvé à travers le monde que ça coûte moins cher, la compilation et tout ce qu'il argumente sur ces produits-là, c'est vrai. Tout ce que Nangaa dit est vrai. C'est vrai, oui. Vous êtes technocrate, n'est-ce pas? Oui. Vous n'êtes pas dans cette guerre politicienne. Surtout vous n'êtes pas. Ni de l'AMP, ni de l'opposition, moins encore d'un courant de la société civile. Surtout pas. Mais vous affirmez sur mon plateau de télévision que tout ce que Nangaa dit est vrai. Est vrai. D'accord. Mais néanmoins, le problème réside au niveau de la sécurité. Donc, là, sur ce que Nangaa dit est vrai, oui. mais il faut une dose de sécurité dans ce qu'il fait. Et la dose de sécurité, c'est ce que vous nous apportez. Oui, la blockchain. Ah, là, la chose paraît maintenant plus intéressante. Oui, donc la blockchain sécurise les élections parce que déjà par rapport à ses caractéristiques, elle se veut sécuriser. Tout ce qu'on aura comme vote, vu que ça sera électronique,
la base des données de la CENI sera stockée au niveau de la blockchain. Et par après, au cours des élections, une fois que vous cliquez, par exemple, Monsieur Atta, vous cliquez, vous votez, par exemple, pour un candidat X pour les présidentielles, votre nom est supprimé sur la base des données de la blockchain. C'est automatique. Automatique. Et votre vote est considéré comme une transaction qui sera validée par des millions d'utilisateurs, donc les mineurs. Et dès que vous cliquez, vous ne pouvez plus revoter d'une manière ou d'une autre. Si on peut peut-être pirater les kits électoraux, mais néanmoins, en ce qui concerne M. Atta, vous n'allez plus voter, carrément. Parce que ces utilisateurs vont d'abord se rassurer si vous êtes dans les fichiers électoraux, et puis voir si vous votez. Et une fois que vous votez, c'est fini. Donc on aura déjà un problème résolu, un problème de bourrage d'urnes qu'on a connu en 2011, où on retrouvait par exemple 120% de votants, par exemple, dans certains territoires. Ce sont des choses aberrantes. Mais sinon, on évolue et on cherche à changer les choses. Et de deux, le côté transparent de la blockchain ramène aussi les élections transparentes. Dans quel sens? Par exemple, si vous allez, en ce qui concerne la monnaie Bitcoin, vous allez vous taper blockchain.info, vous allez voir toutes les transactions en Bitcoin à travers le monde en temps réel. En temps réel, les téléspectateurs peuvent vérifier. Ils vont voir comment est-ce que les transactions se déroulent à la seconde. On peut aussi le faire pour les élections. Néanmoins, on aura au moins une garantie, une assurance que, par exemple, pour les élections présidentielles, il y a tel monsieur qui a gagné ou une telle dame qui est passé président, en attendant que la CENI et la Cour suprême viennent valider et puis transmettre les résultats. Néanmoins, au niveau de la population, on aura déjà une idée brève qu'il y a monsieur X qui a peut-être gagné, qui a gagné carrément, et la CENI viendra seulement publier. Alors, monsieur Christian Ngandou, est-ce que vous savez que tout ce qui est nouveau en RDC, on a tout de suite l'idée, la tendance à rejeter. Alors, je ne dis pas qu'on va rejeter ce que vous dites, mais je reviens à une des choses que Nang a proposé aux Congolais, qui a pratiquement été, pas rejeté au sein de l'AMP, qui a expérimenté, mais du côté de nos amis de l'opposition. C'est le vote électronique. Vous, aujourd'hui, vous parlez du blockchain, où vous êtes directeur général du blockchain section RDC. Question directe. Vous êtes technocrate. Est-ce que le vote électronique sécurise? Est-ce qu'il y a des avantages? Un mot, vous êtes spécialiste en la matière. Mais sinon, les votes électroniques est prouvé mondialement, si je peux me répéter, ça coûte moins cher, déjà par rapport au vote classique, et puis la compilation s'est fait plus vite. En temps réel. En temps réel. Mais sinon, le problème réside au niveau de la sécurisation. Le kit en soi n'est pas mauvais, mais l'utilisation, par exemple. On a connu le cas, par exemple, au Kenya, où j'ai vu certains compatriotes évoquer ce problème au Kenya. Moi, je leur dis carrément, si le Kenya s'était imprégné de la blockchain et pour sécuriser leurs élections... Quel était le péché du Kenya? Je ne sais pas trop, mais sinon, ils n'ont pas eu à avoir comme base la blockchain. Donc, moi, ils ont procédé par le vote électronique. Oui. Ils étaient dans le bon comme Nanga. Oui. Mais pour vous, ils n'ont pas sécurisé le blockchain. Ils doivent sécuriser les élections par la blockchain. Alors, si le président kenyan vous faisait appel, puisque nous émettons jusqu'au Kenya, le président dans son salon peut être en train de vous suivre, ses services, qu'est-ce qu'il peut faire? Eux qui sont déjà à cette étape-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sécuriser cette fois-ci le processus partant des théories de la technologie que vous nous avancez, la blockchain? Mais sinon, je n'invente rien. Du reste, la blockchain a fait déjà des émules dans ce domaine-là. Si vous allez par exemple en France, les élections passées, on a expérimenté la blockchain, mais c'était au niveau seulement des primaires. Parce qu'eux commencent d'abord au niveau des primaires et puis ils montent. Vous allez par exemple dans un pays comme l'Estonie. L'Estonie sécurise ses élections sur la blockchain. Vous n'entendrez jamais des problèmes comme au Kenya. Jamais. Mais eux, ils sont plus avancés. Ils utilisent le vote électronique et le vote en ligne. Ce qui est encore plus compliqué, le vote en ligne. Il existe aussi le vote en ligne. Oui, il y a le vote en ligne.
Mais je pense que ce n'est pas le moment de l'appliquer ici, surtout pas. Avec déjà le climat qu'on a. Mais sinon, déjà, eux, ils utilisent les scrutins électroniquement et en ligne, par exemple. On n'a jamais entendu un problème parce qu'ils ont été sécurisés par la blockchain. Vous allez en Suisse, et tout ça là est vérifiable. Vous allez en Suisse, vous allez vous rendre compte que la Suisse sécurise ses élections à tous les niveaux sur la blockchain. On ne va jamais entendre en Suisse avoir un problème comme au Kenya, par exemple. Vous allez en Ukraine, c'est pareil. Au fait, pour citer seulement ces pays-là, et tout ce que je raconte sur ce plateau est vérifiable. Oui, moi je vais vérifier le premier. Pas de problème. Le journaliste, vous savez comment il change de face. C'est votre boulot. C'est votre boulot. Je vais faire une édition spéciale pour démontrer vos mensonges. Mais jusque-là, je crois. Oui. Alors, une autre question très très technique. Monsieur Corneille Nangaa vous appelle. Il dit, monsieur, je vous ai suivi sur un plateau de télévision. Asseyez-vous. L'équipe de la CENI est là. Montrez-nous ce que c'est la blockchain. Vous allez commencer par quoi? Recycler les membres de la CENI? Déjà là, notre aide-motif, c'est de ramener la technologie blockchain ici en tant que conseil. D'abord, et par après, dès qu'on aura assez de fonds, c'est appliquer plusieurs exigences de la blockchain ici et l'expérimenter ici. Mais néanmoins, nous commençons en tant que conseil en blockchain. Je lui dirai clairement que la blockchain sécurise les élections. Et j'aurai à ramener les émules de la blockchain de sa sécurisation, par exemple, parce qu'elle concerne le pays comme la Suisse, l'Ukraine, l'Estonie, la France, pour ne citer que ceux-là. Et déjà là, je pense qu'il sera convaincu. Maintenant, le problème sera la mise en œuvre, peut-être. Est-ce possible de recycler la CENI pour s'imprégner de cette technologie? Oui, pour votre information, nous sommes en partenariat avec des sociétés au niveau, par exemple, en fait, en Europe. Je mettais les noms parce que nous sommes en plein processus d'établir. Sinon, vous allez briser le marché. Hein? Oui. D'accord, je vous le concède. Pas de problème. Alors, si jamais la CENI vous faisait appel, vous allez recycler les membres de la CENI. Est-ce possible? Ils peuvent apprendre en peu de temps? Ils peuvent apprendre en peu de temps, oui. En combien de temps, par exemple? Mais sinon, il y a deux volets. Il y a le volet superficiel, ce qu'on dit ici, et il y a le volet technique. Ce qu'on dit ici est encore superficiel. Superficiel en tout cas, vous ne quittez pas ce plateau si vous ne me dites pas ce qui est technique. Je suis à la recherche de l'info. Mais sinon, si on se base sur la technique, les auditeurs, les téléspectateurs et vous-même, vous n'allez rien comprendre. Absolument rien. Vous pouvez quand même nous amener, comme vous avez fait tout au début de cette émission, de manière très pédagogique, dire que je peux expliquer ça à la CENI, je peux les aider à faire ça. Par exemple, créer par exemple un lien. Déjà, la blockchain, elle se veut transparente. Créer un lien où tout le monde se rendra compte des résultats en temps réel. C'est une pratique. Mais sinon, je parle vraiment le côté technique. Mais il y a deux volets, le côté dont nous parlons ici et puis le côté technique. Sur le côté technique, on pourra voir comment on pourra travailler dessus. Alors, à part les médias, moi je vous ai tendu mon micro, ma caméra, mais pourquoi vous ne faites pas vous-même même pas vers la CENI, vers le CINSA, vers le gouvernement pour leur expliquer, leur saisir officiellement, peut-être que vous avez déjà fait ça, afin de leur apporter votre expertise. Moi, je suis allé très vite, très pratique et très direct pour vous laisser devant un plateau de télévision, leur dire sans permission, sans protocole, entrer directement dans leur salon. Mais pourquoi vous-même, vous n'allez pas vers eux? Mais sinon, c'est par rapport à un plan qu'on a déjà. Vu que nous sommes une jeune société, on s'est dit d'abord de commencer par la vulgarisation. Et par après, toucher les personnes. Vous avez déjà vulgarisé par Analyse 24. Oui. Maintenant, allez-y dans les faits. Dans les faits, on va le faire. Voir la CENI? Oui, on va les faire incessamment. Vous me promettez voir la CENI? On va le faire. Alors là, vous allez faire appel à ma caméra pour que je sois témoin de l'événement, pour rapporter à ces milliers de téléspectateurs. Alors, nous avons beaucoup parlé élections par rapport à la blockchain. J'aimerais savoir, à part les élections, qu'est-ce que cette nouvelle technologie, ou dans quel secteur cette nouvelle technologie peut aussi servir les Congolais ou les Africains, le monde entier? Il y a par exemple un domaine comme le domaine des cadastres. On nous a ramené un bon projet, la sécurisation des cadastres au niveau par des cartes biométriques.
c'est bien bon. Mais en tant qu'informaticien, j'ai suivi le responsable de la société qui tient le marché. Il dit qu'il vend, et à chaque fois qu'ils vont stocker les données, ils vont les couler au ministère des tutelles. Je dis que c'est bien bon. Mais la sécurisation, mais en tant qu'informaticien, je pense que s'il y a des informaticiens qui me suivent maintenant, ils savent que je peux pirater la base de données du ministère, voire même la base de données de la dite société. Et votre titre à vous, le donner à une autre personne. Vous êtes tout bonnement chez vous à la maison, il y a des commissionnaires qui se pointent comme dire que la maison est en vente. Et jusqu'à le temps de prouver que la maison vous appartient, est déjà partie. Vous savez, les conflits parcellaires, ça fait plus de 70% des conflits dans les cours et tribunaux. Donc vous allez déjà perdre. Là, vous intéressez le ministre Louméa de Malek. De l'urbanisme. Voilà. Oui. Ah, voilà, c'est plutôt le secteur de l'urbanisme et habitat. Oui. D'accord. Okay. Mais sinon, la blockchain peut sécuriser les cadastres. Et déjà, aux États-Unis, ça s'expérimente. Et en Afrique, ce qui m'a plus étonné, le premier pays à avoir sécurisé, ils sont en train de le faire, à avoir sécurisé le cadastre au niveau de la blockchain, c'est le Ghana. Vous allez par exemple dans le moteur de recherche, Google, vous tapez Ghana, cadastre, blockchain. Vous allez voir tous les articles. Donc, ceux qui ont ramené ce projet au niveau du Ghana, c'est juste un groupe de jeunes qui se sont constitués en start-up et qui ont de l'expérience aussi, qui ont eu à s'imprégner de la blockchain, qui ont présenté le projet au niveau de l'État ghanéen. Et maintenant, là, nous parlons, c'est le premier pays au monde qui expérimente la blockchain pour la sécurisation des cadastres, des titres fonciers. Et à part le cadastre, on a par exemple l'enseignement. Comment ça ? Vous n'allez pas me contredire qu'aujourd'hui, on retrouve plusieurs faux documents. Les faux bulletins, les faux diplômes. Oui. Les fausses attestations. Oui, surtout. Mais sinon... On va dans l'ordinateur, on scanne, on change de photo, carrément. On change de nom. Carrément. Je suis tombé sur un monsieur comme ça qui était licencié en français, en linguistique française de l'UPN, au moment où il n'a jamais été là. Vraiment. Comment sécuriser ? Comment sécuriser ? C'est simple. Mais sinon, je vous épargne vraiment le côté technique. Mais néanmoins, c'est un problème de principe. Un petit mot sur le plan technique. Sur le plan technique, par exemple. Sinon, vous nous coupez l'appétit. D'accord, au moment opportun, je pense. D'accord. Si tout ce qu'on dit ici... Ou bien vous craignez tout dire en termes de votre intelligence. Vous savez, les Noirs, nous voulons toujours garder... quelque chose pour nous, oui. Comme un musicien qui a dit quand un maître apprend à son élève, il laisse toujours quelque chose. Oui. D'accord. On peut sécuriser aussi le domaine de l'enseignement. De l'enseignement, oui. Okay. Ou par exemple l'État, en partenariat avec nous, Blockchain Air de Congo, l'État exige à toutes les écoles, les instituts supérieurs, les instituts des métiers, les universités, de stocker par exemple tous leurs résultats des années antérieures, par exemple, c'est là 5 ou 15, 10 ans pour ne pas trop embrasser les choses. On peut prendre 10 ans, par exemple, au niveau de la blockchain, où vous êtes responsable d'une société, par exemple, sur la place, où il y a quelqu'un qui se pointe avec un CV et puis des diplômes. C'est simple, il y aura un lien où tout le monde pourra vérifier les études faites de tout le monde. Et c'est ça le côté transparent de la blockchain. Et en ce moment, c'est en train d'être expérimenté en France, où vous pouvez voir, par exemple, le monsieur qui se pointe, qui vous présente ses diplômes et retrouver tout son parcours. Et du reste, la blockchain ne vient pas modifier les données, surtout pas. La blockchain ne vient que certifier et garantir que tout ce qui est dans cette technologie, tout ce qui est inscrit dans ce système est infalsifiable, vrai, et ne se perdra à jamais. C'est un peu ça. Il y a un autre secteur. J'ai rencontré au rond-point Victoire ici à Kinshasa des policiers spéciaux de roulage qui sont tombés sur un monsieur avec permis de conduire et puis ils disent, ces policiers-là disent que c'est un faux permis. Y a-t-il moyen de sécuriser les permis de conduire ? Oui, j'ai certifié ça. Comme quoi en fait, je dis toujours, il n'y a pas d'hasard pour ceux qui sont avertis. Et l'hasard, et pour ceux qui sont distraits du reste. Mais sinon, nous tombons au bon moment.
où il y a par exemple le kit électoral. Donc, tout ce qui est électronique nous appartient. Dans le secteur informatique, tout ce qui est, on prévoit déjà sortir des cartes de permis de conduire biométriques. C'est là aussi nous concerne. Donc, on peut sécuriser. Vous appuyez l'idée du permis de conduire biométrique? Oui, j'appuie. L'idée du vice-premier ministre en charge de transport? Oui, j'appuie. Disons pour une sécurité quelconque. Mais sinon, le problème est qu'on peut avoir une idée, mais il faudra arriver jusqu'au sommet. On peut aussi sécuriser le passeport biométrique. Oui, mais sinon, sur ce point-là, je garde ça pour nous. C'est juste un projet. Mais néanmoins, si on peut revenir sur le permis de conduire, c'est simple. Ou lorsqu'on va enregistrer les demandeurs des permis de conduire, toutes ces personnes seront enregistrées au niveau de la blockchain. Et déjà là, par exemple, vous me laissez dévoiler certaines... Non, mais allez-y, je vous ai fait appel sur ce plateau de télévision pour faire bénéficier des décideurs qui nous suivent à la télé, chez eux, d'une nouvelle technologie qui peut apporter sa pierre de contribution au processus électoral, dans le secteur de transport, dans le secteur de cadastre. Voilà que j'ai appris beaucoup de choses moi-même. Et par là, par exemple, on peut créer, on compte créer une application qui sera téléchargeable sur Apple Store et puis Android et iPhone et tout. Mais sinon, cette application, par exemple, pourrait être téléchargée par tout le monde. Ou par exemple, vous n'avez pas le temps d'aller suivre, par exemple, votre permis. Et juste, vous étiez là pour être testé, soit, et puis ne plus revenir pour faire le suivi. Mais sinon, cette application pourra servir de check, par exemple, pour détecter tous les permis, les faux permis et les vrais permis, tout comme pour les cartes roses, par exemple. Ou, par exemple, vous avez votre téléphone, on vous ramène votre permis biométrique, et déjà là, il faudra être connecté sur Internet. Une fois que vous cliquez, déjà, il y a des téléphones qui ont des flasheurs, mais qui n'ont pas d'application de torche, par exemple. Mais sinon, il y a des applications de torche qu'on télécharge et ces flasheurs-là se transforment en projecteurs, par exemple. Donc, les lentilles de nos caméras de téléphone peuvent devenir des scanners. Ça peut se faire. D'où, tout simplement, vous pouvez scanner votre permis ou votre carte rose et vous avez deux réponses. Soit la carte est vraie ou fausse, carrément. Monsieur Christian Ngandou, DG, je rappelle, de Blockchain RDC. En RDC, la blockchain, ce n'est que vous, ou il y a aussi d'autres courants qui peuvent évoluer? Vous avez évolué le système ou bien... Je ne détiens rien. Mais sinon, au moins au pays, vous êtes un précurseur. Je pense que je vous le concède. Vous dire à vous. Alors, tous ceux qui veulent la blockchain, ils peuvent venir chez vous? Oui, déjà là, on a un site internet opérationnel qui est quand même en construction quelque part. C'est le www.blockchainr2congo.com. Et un deuxième site qui est vraiment en construction dans sa totalité, c'est le www.blockchainrdcongo en amont.info. Et dans ce deuxième site, on aura les informations uniquement sur la blockchain à travers le monde. On va faire comprendre les Congolais l'importance de la blockchain. Et on a un numéro de téléphone, c'est le 089 86 52 628. Tout ce temps, vous étiez où? Dans les recherches. Vous avez fini vos recherches, maintenant? Oui, j'ai fait plus de 8 mois. De recherche? De recherche, nuit et jour. Et maintenant, vous êtes dans la phase d'application? D'application. Et assumer ce que je dis. Assumer ce que vous dites? Oui. La blockchain, si j'ai bien compris, c'est la transparence. La transparence. C'est la sécurisation. C'est le partage des données. C'est le partage des données. On n'aura plus un problème de piratage, moins encore des pertes de données. Vous savez que vous apportez beaucoup de solutions finalement. Oui. Alors, un dernier mot à tous les décideurs qui nous suivent. Peut-être vous aurez à récapituler ou à faire des projections à venir. Oui. Ou encore un autre aspect de choses que j'ai peut-être pas eu la présence d'esprit pour épingler. Libre à vous, cet objectif est à vous. Un dernier mot et on se quitte. Mais sinon, je m'adresse à tous les téléspectateurs, surtout les décideurs, et qu'il y a la blockchain qui est là.
malheureusement, ou soit heureusement pour nos blockchainers de Congo, nous avons eu à le remarquer, à s'imprégner de la technologie et ramener ça ici au niveau du pays. Et je pense que ceux qui m'écoutent, les décideurs surtout, j'ai eu à suivre le Premier ministre Tshibala lors de la clôture de la tripartite CNSA, gouvernement et Sony, où il a émis un souhait d'avoir des élections, les plus belles élections de notre pays. Il a tout à fait raison. Et du reste, c'est les souhaits de chacun d'entre nous. Mais sinon, je leur dis et je leur confirme qu'on aura ces plus belles élections si on s'imprègne de la blockchain, tout simplement. Et consultez-nous, on aura beaucoup d'échanges à faire et puis on va voir par rapport à ce que la blockchain apporte. Ce qu'on vient d'épingler, c'est juste quelques domaines. Mais sinon, elle s'étend dans les domaines des finances, de l'assurance, dans le domaine de la santé. C'est juste ça. Monsieur Christian Ngandou, c'était un réel plaisir partagé de vous recevoir sur ce plateau. Rares sont des émissions où j'apprends moi-même. Ça, je me suis documenté, oui, pour être à la hauteur. Vous n'êtes pas le seul. Au même plan que vous, mais vous m'aviez beaucoup enseigné, je vous remercie. Mais vous me promettez de revenir. Pas de problème. Quand vous avez de nouvelles recherches ou quand il y a des questions d'actualité, de part au processus électoral, comme ailleurs, où les décideurs auront bien besoin de vous. Pas de problème, je suis à votre entière disponibilité. Merci. Merci à Gisèle Ngandou Niemba et à Nathalie Dembasuka qui m'ont aidé toutes les deux à préparer cette émission, édition spéciale que nous avons dédiée à tous les décideurs de la RDC par rapport au contexte actuel, mais aussi du processus électoral en cours. Voilà un jeune qui sort hors du commun, qui n'est pas aligné par rapport aux guerres politiciennes, mais qui peut apporter sa pierre de contribution à la politique de son État, plus précisément au processus électoral en cours. Prochain rendez-vous, mercredi, 22h juste, jeudi, 11h juste. Au revoir.